Bonjour et bienvenue dans Chères Erreurs, le podcast qui ne vous apprendra rien si vous avez toujours tout bien fait du premier coup. Sinon, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Claire Vallet. Marie-Claire, je l'ai connue quand elle était cadre de direction dans l'hôtellerie. C'était aux alentours de 2015-2017 peut-être. Et depuis, elle a quitté donc l'hôtellerie pour une reconversion professionnelle. Elle a d'abord eu un premier projet qui était un projet de création d'une maison pour seniors dans la Manche, qui s'est heurté à des problèmes de financement qui étaient insolubles. Et voyant que ce premier projet n'arrivait pas à se concrétiser, elle a construit un deuxième projet. Et ce deuxième projet est un projet de service toujours pour les seniors, mais qui concerne la formation aux outils numériques et l'assistance administrative. Et ça s'est fait aux alentours de 2020, juste au moment du Covid. Tout à Parcours. fait, exactement. J'ai choisi le bon moment, la bonne période. Exactement. Et alors, Marie-Claire, tu as créé ton entreprise au moment du Covid autour des outils numériques. En quoi est-ce que le Covid a gêné et ou propulsé ton activité? Gênée parce que moi, j'étais partie vraiment pour créer d'abord des ateliers collectifs parce que la grosse difficulté sur la clientèle senior, tu ne peux pas en fait aller démarcher de maison en maison puisque c'est toujours très mal perçu d'avoir des personnes qui arrivent avec leur petit flyer en me disant bonjour, est-ce que vous maîtrisez bien les outils numériques? Je fais de la formation. Comme il y a beaucoup de techniques de piratage, de personnes assez malhonnêtes qui viennent démarcher comme ça les personnes âgées à domicile, il était hors de question que je suive en fait ce cheminement-là. Donc moi, j'avais commencé à contacter les mairies, les clubs seniors, les résidences seniors, en me disant je vais vous proposer des ateliers collectifs et on va pouvoir démarrer comme ça, en tout cas pour commencer à me faire connaître dans ce secteur-là. Que je venais de l'hôtellerie thalassothérapie, j'étais très bien implantée sur la région de Granville, mais j'étais connue pour être une responsable de thalasso et d'hôtel et pas du tout spécialiste dans les outils numériques. Donc il fallait vraiment rechanger complètement en fait la façon dont les personnes me percevaient et donc notamment tous les acteurs B2B, les acteurs type les mairies, le CLIC, les acteurs du département. Pour eux, j'avais une autre présentation, donc il fallait que j'arrive à les convaincre que j'étais légitime en fait sur cette partie numérique et digitale. Et ben forcément, quand j'ai commencé à vouloir créer ces ateliers collectifs, le temps de créer mon entreprise au mois de juin, de commencer à contacter les personnes qui étaient autour de cet accès-là. J'ai eu un premier contact avec la mairie de Donville-les-Bains en mois de septembre. Ils m'ont signé un accord en mois d'octobre. Et puis le deuxième confinement est arrivé au mois de novembre. Et donc on m'a gentiment expliqué que c'était impossible de faire des ateliers collectifs puisque le confinement ne le permettait pas. Je ne pouvais faire que des accompagnements individuels, mais je n'étais pas encore assez connue pour pouvoir le développer. Donc j'ai réussi, malgré tout, à réunir mes clients en atelier Zoom. Donc je suis allée rapidement chez certains pour leur installer l'application Zoom pour qu'on puisse faire des conférences à distance. Et j'en ai fait pratiquement jusqu'au mois d'avril. Donc j'ai fait de mémoire une vingtaine de visio Zoom avec des clients âgés de 70 à 80 ans. Donc ça reste aussi un très bon souvenir, même si pour eux, ça manquait en fait de présence. Ils veulent vraiment qu'on soit à côté d'eux pour leur expliquer comment fonctionne un moteur de recherche ou comment télécharger un document. Mais ça m'a permis de garder ce lien avec eux et après de pouvoir basculer en présentiel avec une autre approche. Avec ces personnes-là, tu as fait du numérique au moment où eux n'avaient plus comme lien avec leur famille que le numérique aussi. Oui, complètement. Et ça, certains m'ont dit, bah voilà, grâce à toi, je me suis sentie moins bête quand on m'a dit, bah si, clique sur le lien, là, c'est quand même pas compliqué. Ouvre ta caméra, tu vois pas que je t'appelle? Bah, il faut arriver à faire de ces obstacles des forces. C'est précisément pour ça qu'on est là aujourd'hui. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Et alors, ton super pouvoir, c'est quoi? Mon super pouvoir, ce serait vraiment ma qualité d'écoute. J'interviens beaucoup à domicile parce que l'avantage, en fait, par rapport à mon activité, c'est que je peux proposer des interventions avec du crédit d'impôt. Donc, j'ai beaucoup de personnes qui, après m'avoir connue dans les ateliers collectifs, me font intervenir chez elles à domicile. Et dans ce cadre-là, 50% de mon intervention leur est remboursée par le biais du crédit d'impôt. Et ces personnes-là, souvent me disent, bah, avec toi, on se sent vraiment bien, bien accompagné. Et surtout, parfois, tu vas au-delà de ce qu'on peut te demander parce que je me mets complètement à leur place parce que moi, ça a été aussi une grosse découverte de passer d'une carrière de directrice salariée à entrepreneur. Il a fallu aussi que je maîtrise beaucoup d'outils et notamment, on va parler de stratégie de contenu après, mais créer un site, de mettre des articles de blog, créer une formation en ligne qui a plus ou moins bien fonctionné aussi. Tous ces
petit début avec ces outils numériques, moi, ça m'a complètement mis en totale empathie avec mes clients qui, eux, démarraient sur, parfois juste sur un téléphone portable. Ils n'ont jamais ouvert un ordinateur ni savoir comment fonctionne une souris. J'avais ce mélange d'écoute et d'empathie. J'ai 53 ans, j'avais 48 ans à l'époque. J'étais ni trop jeune, ni trop âgée. Donc j'avais cette espèce de bon positionnement d'âge où souvent ils disaient: «Ah ben, vous êtes comme ma fille, mais bon, vous êtes quand même plus patiente». Donc ça m'a beaucoup aidée. Et alors, quelle est la chronique de Chères Erreurs que tu as choisie? J'ai choisi la chronique 10 parce qu'elle m'a tellement parlé. La stratégie de contenu, en lieu et place de la prospection. Je me suis vraiment retrouvée, je me suis vue il y a 5 ans en arrière, je dis: «Ah, elle est pour moi celle-là». Alors, elle est pour toi, alors qu'on est quand même très, très différentes. Et tu vas nous raconter pourquoi et comment elle t'a interpellée. Alors, cette chronique, elle fait partie d'une longue série sur mes déboires commerciaux et marketing, parce que c'est vraiment, vraiment pas ma tasse de thé. À la fin, en fait, des années 2010, en 2019, je voyais bien que le marché du coaching était en train de devenir mature et que ce qui m'avait permis de vivre et de bien vivre sur ce marché-là pendant 15 ans ne fonctionnait plus. Donc déjà, j'ai commencé par aller me reformer, machin, etc. Et puis, j'ai rencontré une consultante en marketing qui m'a dit, mais écoute, toi, tu sais écrire, tu as cette chance-là. Et aujourd'hui, les coachs comme toi se font connaître par Internet. Et donc, toi, le truc idéal, c'est de faire une stratégie de contenu via un blog. Tu vas créer un blog et puis tu vas écrire dessus toutes les semaines sur des sujets qui intéressent ta cible. Et à partir de là, il y aura quelqu'un qui fera ta prospection et ça va bien se passer. Alors, sur la partie stratégie de contenu, faire un blog, etc., moi, j'étais à fond. Mmh. Parce qu'effectivement, écrire, Bien écrire. c'est ce que j'aime faire. En revanche, déléguer ma prospection à quelqu'un, enfin, j'ai rencontré un gars, enfin, et ce qu'il m'a proposé, qui était d'inonder mes clients d'emailing, etc., enfin, mes clients qui étaient des grands groupes, mais je voyais absolument pas comment ça allait pouvoir Mmh. marcher. Et donc, j'ai laissé tomber très vite. Et je me suis enchaînée à mon clavier pendant 3 ans pour publier toutes les semaines des articles de blog et puis ensuite les publier sur LinkedIn, etc. Alors qu'à l'époque, il y avait encore pas grand monde Mmh. qui publiait du contenu sur LinkedIn. Et donc, l'exercice de la création de contenu sur LinkedIn était encore assez facile. Et j'ai eu, grâce à mes 3 ans d'efforts, j'ai eu mes 2 premières clientes en Ouais. supervision. Ce qui, pour 3 ans d'efforts, à 1 jour et demi à 2 jours de travail par semaine, Mmh. comme retour sur investissement, c'était quand même un peu court, jeune homme. Et je me suis rendu compte quand même assez rapidement que la stratégie de contenu ne me permettait pas d'éviter ce que je redoutais qui était le commercial. Voilà où s'arrête la chronique et c'est à toi que j'aimerais passer ça parce que toi, tu as pu au contraire une première partie de carrière très Mmh. active sur le plan commercial. Complètement, parce que dans l'hôtellerie et la thalassothérapie, moi, j'avais pour mission, quand il n'y avait pas encore les moyens pour avoir des directrices commerciales, bah, de les représenter. Et donc, j'allais activement sur les salons. Et comme tu le disais, j'ai été vraiment très bonne. J'avais vraiment ces qualités pour attirer les clients et de leur expliquer un petit peu en quoi la thalassothérapie pouvait être un plus pour eux. J'étais excellente pour vendre la destination. Je me rappelle le nombre de fois où je parlais aux offices du tourisme de Granville en disant: «Bah, heureusement qu'on est là pour pouvoir faire connaître la ville parce que personne ne sait me placer Granville quand je suis à un salon de la thalasso». Donc j'avais conscience que, bah, en termes de commercial, j'avais vraiment beaucoup d'atouts, mais c'est vraiment une chose que de vendre une entreprise, de représenter une entreprise et c'en est une autre que de se vendre soi. Et là, j'ai eu beaucoup de mal et c'est pour ça que ta chronique, elle a particulièrement résonné en moi parce que je me suis vue effectivement me dire: «Oh bah, après tout, oui, les formations que je faisais en marketing digital préconisaient effectivement cette approche-là, de dire: "Bon, bah, vas-y Marie-Claire, tu as plein de choses à partager sur comment choisir un outil numérique, comment faire un bon téléchargement sur internet, comment créer des dossiers"». Donc je me suis dit: «Bah, allons-y, on va faire ça» et je passais comme toi, je me vois, les premiers articles de blog passer, allez, une douzaine d'heures dessus parce qu'il fallait en plus, hein, comme tu le sais très bien, utiliser les bons mots pour le référencement naturel, hein, des petites leçons, des formations que je t'ai aussi que je t'avais recommandées, tu te rappelles? Oui. Et là, j'étais là, j'ai l'impression d'être une bonne élève, de tester, mon article pour qu'il soit le plus performant, de le poster avec une grande fierté en disant: «Ça y est, ah, j'ai mis mon petit article de blog» et d'avoir le sentiment d'avoir fait tout ce qu'il fallait et puis bizarrement, bah, ça ne marchait pas et j'ai fait comme toi, je crois plus de 2 ans et demi de blogging. Au début, je faisais un article par semaine, donc effectivement, j'étais à 1 jour et demi de travail pour cet article-là et c'est vrai que, en regardant ça effectivement, hein, avoir cet œil dans le passé, je me suis dit: «Est-ce que c'était peut-être effectivement, comme tu le dis très bien, une façon de se voiler la face en disant: "Bon, ben,
Voilà, les clients, je vais peut-être les récupérer sur internet, ils vont peut-être me trouver grâce à ça. Ils vont peut-être se dire sur son site internet, effectivement, elle a un article sur comment, déposer une demande sur MaPrimeRénov' pour rénover sa maison, donc elle doit forcément le maîtriser. Il y avait ce petit besoin effectivement de récupérer de la légitimité par rapport à ma reconversion professionnelle. Mais voilà, j'avais aussi ce petit désir secret de me dire: «Bon, bah, comme ça pendant ce temps-là, je serais pas obligée d'aller distribuer des flyers sur le marché». Donc effectivement, ouais, ça a été un moyen peut-être de procrastiner, d'attendre et jusqu'au moment où, bah, j'ai dû, me mettre face à ça et me dire: «Bah, oui, il va peut-être falloir que je trouve un autre moyen de trouver des clients» parce que j'étais pas sur la bonne stratégie digitale et que mes clients, il fallait bien que je me mette en face de ça. Ils étaient pas sur le web, ils me recherchaient pas sur Google. Parfois leurs enfants, oui, ça m'est arrivé d'avoir quelques personnes qui m'ont dit: «Bah, je cherche quelqu'un pour ma maman, pour l'aider», mais c'était vraiment à la marge. Mais le gros de mes clients, ils étaient pas là. Ils étaient, via les ateliers collectifs, dans les mairies ou dans les associations, et je sais que j'ai fait un bond lorsque j'ai commencé à faire mes ateliers à l'université Inter-Âge, par exemple. Et alors, qu'est-ce que tu as appris de cette période de stratégie de contenu procrastinatrice? Ah, c'est ça, je me suis rendu compte que j'ai perdu du temps. À côté de ça, je vais pas complètement me lancer la pierre parce que j'avais fait des affiches, j'ai participé à des salons, je suis allée mettre, des petits flyers, je sais pas, plus de 5 000 flyers dans les boîtes aux lettres du coin, qui m'ont dû aussi me rapporter 2 clients, en totalité. Et donc j'ai quand même fait un peu de stratégie, commerciale un petit peu plus ciblée. Mais effectivement, j'aurais pu passer, plus de temps sur le terrain et moins derrière mon écran. Ça, c'est clair. Ça, je sais que ça m'a peut-être fait perdre, 6 à 8 mois, plus effectivement le 2e confinement qui m'a fait perdre, bien sûr beaucoup de temps. Et donc, toi, tu as commencé ton activité, donc Risae, formation aux outils numériques et assistance administrative auprès des personnes âgées. Si ma mémoire est bonne, tu as développé un troisième volet de ton activité qui est de la formation auprès des jeunes, hein, dans une école. Et ça te permet en fait de garder le contact avec les jeunes générations, mais surtout avec les nouveaux outils numériques et leurs usages, notamment l'IA. Et donc, tu es vraiment à la pointe, hein, des usages de la techno, ce qui te permet derrière d'avoir des apports très calibrés vis-à-vis des personnes âgées qui, elles, n'ont pas du tout les mêmes usages du numérique. Complètement. Et c'est effectivement et ces élèves que je vois souvent, utiliser ou mal utiliser, ChatGPT pour ne pas le citer, ça me permet aussi effectivement de rester en veille par rapport à des outils qui pas qui soient incontournables, parce qu'on peut clairement se passer de ChatGPT, de Copilot ou de Claude, mais ça fait gagner quand même beaucoup de temps et je m'en rends compte la première quand il faut que je reprenne mes anciens articles de blog en me disant: «Après tout ce travail-là, il a de la valeur, est-ce que je pourrais pas le passer à travers ces filtres-là pour pouvoir mieux référencer mes articles de blog?» Et c'est ce que je fais là depuis 1 an. J'ai changé de site internet et je pense que ça m'a aussi, permis de peut-être de récupérer un petit peu plus de visibilité. Mais mes clients seniors, maintenant commencent aussi à me dire: «Mais c'est quoi là, sur WhatsApp là, le truc là, AI là qui se balade, à quoi ça sert?» Et j'ai 2-3 clients qui me disent: «Bah moi ChatGPT, je l'utilise assez régulièrement». Et c'est quand même un véritable changement. J'aurais Hmm. vraiment pas cru que des personnes de 70 ans et plus me disent: «Tu peux nous expliquer ce que c'est que ChatGPT? À quoi ça sert? Qu'est-ce que je peux lui demander? Est-ce qu'il faut que je fasse attention à quelque chose en particulier? Est-ce qu'il y a des précautions à prendre?» C'est assez intéressant de voir, bah, la façon dont les jeunes de 20-25 ans l'utilisent de façon parfois, un petit peu trop automatique, et de voir que de l'autre côté, j'ai des gens qui sont plus âgés, qui ont plus de recul et qui me disent: «Oh bah oui, c'est drôle, il y a des fois, il y a des réponses assez pertinentes». Et j'ai fait l'exercice ce matin, j'ai demandé à je me suis mis comme si j'étais 5 ans en arrière et j'ai demandé à ChatGPT: «Voilà, j'aimerais, faire une reconversion professionnelle, j'ai 50 ans et je voudrais travailler autour du numérique et de l'accompagnement informatique auprès des personnes âgées. Qu'est-ce que tu me conseilles comme stratégie?» Et je te donne en mille, il me dit: «Surtout pas du contenu». Donc c'est très drôle. Ah là là, si j'avais ChatGPT il y a 5 ans, peut-être que j'aurais gagné du temps. 5 ans ont passé, Risae marche mieux que jamais. Et donc vraiment, tu as passé le cap fatidique des 3 ans, le Mmh. nouveau cap fatidique des 5 ans, le tout en ayant démarré à peu près à la pire période qui soit. Tu as peut-être perdu du temps avec la stratégie de contenu, mais alors aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que ton activité fonctionne malgré les errements que tu as fait en matière de stratégie de contenu?
Il y a, je pense, d'après les échanges que j'ai avec mes clients, il y a effectivement ce côté écoute, empathie, gentillesse, disponibilité. Je sais que là, je suis en train d'accompagner des clientes qui sont sur des phases de renégociation, par exemple, de leur prestation de compensation pour un divorce. Des personnes, effectivement, qui ont subi des deuils récents. Ce fait de mettre un petit peu de chaleur humaine dans les contacts fait que je fidélise énormément mes clients. Je ne vends pas qu'un seul accompagnement pour maîtriser un téléphone. J'ai des clients qui me rappellent comme ça 2, 3 fois dans l'année et qui en plus, et ça c'est vraiment le cadeau de travailler avec une clientèle un petit peu plus âgée, c'est qu'ils sont très réseau. Ils sont très bouche à oreille. Et je ne compte plus sur les doigts de la main le nombre de clients qui ont dit: «Alors j'ai donné ta carte à telle personne, alors elle te rappellera peut-être pas tout de suite, mais bon, elle a tel souci sur elle a telle problématique, elle va déménager, elle sait pas si elle doit choisir Free, Orange ou Bouygues Télécom. Je lui dis que tu savais installer tout ça, elle va t'appeler». Vraiment, et c'est un beau cadeau parce qu'on pourrait attendre effectivement d'un moteur comme Google, ou des Google Ads ou de Facebook Ads. Moi, mais les clients me le font spontanément. Mais effectivement, il faut être patient et il faut garder cette qualité en fait de service et d'être très réactif. Je sens bien à la voix de mes clients quand c'est bon, moi j'ai juste une bidouille, mais ça me ferait plaisir de prendre un café avec toi. Là vraiment, Marie-Claire, là c'est urgent. Je comprends pas. Je pense que je suis en train de me faire pirater. Mon ordinateur s'est bloqué. On me demande d'appeler tel numéro. Qu'est-ce que je fais? Et de leur laisser la capacité de m'appeler parce que ce sont des clientes habituelles, ça fait comme un petit filet de sécurité. Elles se sentent moins pénalisées, moins punies, moins jugées par leurs proches qui vont leur dire: «Mais je t'avais dit maman, ne donne jamais tes codes de carte bleue». Voilà. Quand elles m'appellent moi, elles savent que je vais pas avoir ce jugement-là. Je peux l'avoir avec ma propre maman, je l'aurais pas avec mes clientes parce que je sais ce qu'elles vivent et que ça peut arriver à tout le monde de se faire pirater, malheureusement. Toi, au fond, tu as joué la carte du local à fond Ouais. et la carte de la fidélisation. Tout à fait. Ça fait vraiment la différence. Donc j'ai réussi à passer les difficultés quand l'État a commencé à mettre des conseillers numériques, qui étaient gratuits, qui étaient à disposition de tout le monde. Ensuite, ils ont mis en place, les maisons France Service parce que l'État a digitalisé, à vitesse grand V en 2017, 2018, 2019, et c'est vraiment le covid qui a montré que, bah, non, ils avaient mis en place des choses, des plateformes soi-disant pour accompagner plus rapidement les personnes, mais qu'il y a des gens qui c'est juste n'étaient pas équipés. Ils ont fait un petit rétropédalage qui au début, bah, m'a un petit peu mis en péril parce que je me suis dit: «Bah, mince, comment moi je vais pouvoir facturer, un service si à côté c'est proposé gratuitement par les mairies?» Donc ça, cette période-là, elle a été un petit peu compliquée. Mais bon, bah, effectivement, comme tout accompagnement, à un moment donné, l'État a dit: «Bah, j'ai plus de sous», et les mairies ont pas pu non plus continuer. Donc bah, moi j'étais là, je suis restée là, j'ai commencé à continuer à monter en compétences et à intervenir parfois, pour des choses qui sont un petit peu à la frontière de ce que je peux faire. Je me rappelle d'un client qui m'a dit: «Bah, voilà, j'ai acheté, tu sais, les robots aspirateurs, j'arrive pas à le paramétrer». Moi non plus, je sais pas, mais on va trouver. Une fois, c'était un sondeur pour bateau. Tu sais, c'est les espèces d'appareils que tu mets sur ton bateau pour repérer les bons de poissons, je dis: «Mais je sais pas comment on fait ça». Il me dit: «Bah, vous allez bien apprendre, hein, puis vous allez vous débrouiller et puis ça va le faire». Donc j'ai des demandes parfois un petit peu, qui sortent un petit peu du lot, mais bon, voilà, on essaye de prendre ça avec de l'humour, je prends du temps et si ça prend trop de temps, je ne facture pas forcément spécifiquement et ça, les gens, ils sont très sensibles aussi. Et alors, qu'est devenu tout le contenu que tu avais créé sur Internet? Est-ce que c'est quelque chose que tu as complètement laissé en jachère? Est-ce que c'est quelque chose que tu continues à faire vivre? C'est devenu quoi ça? Tous ces articles-là, effectivement, j'ai dû les déréférencer puisque j'ai changé mon site internet en début d'année 2025. Donc là, je reprends petit à petit les articles, donc ces 80 articles. Bon, il y en a certains que j'ai mis de côté parce que, voilà, c'était des moments un petit peu particuliers avec des choses qui sont plus vraiment en ligne avec l'actualité. Mais justement, là, j'utilise un petit peu l'IA pour les remettre un peu au goût du jour et surtout de les orienter très, référencement naturel avec le SEO. Ça marche pas mal, mais ça, effectivement, comme tu le dis très bien, ça prend du temps. Il faut se bloquer un créneau dans son agenda pour se remettre là-dessus et référencer ces articles-là. Donc, je sais que j'ai un petit peu de travail là pendant les vacances de Noël et j'ai aussi, mis en place une chaîne YouTube et là, ça aussi, ça a été compliqué parce que c'est une chose que d'écrire. C'est une chose de prendre la parole sur Facebook, sur LinkedIn, qui est déjà pas facile parce que j'ai été confrontée à quelques commentaires désagréables et c'est vrai que ça touche quand même beaucoup. Parce que tu mets quand même du temps et de l'attention. Mais bon, il y a quand même, au global, beaucoup, beaucoup de bons retours. Mais alors, le passer à la vidéo, c'est un autre cap. Et je me rappelle, c'est Kylian Talin de l'ABC Club qui m'a beaucoup accompagnée à ce niveau-là, qui m'a dit: «Mais Marie-Claire, tu vas voir, au début, ça va être difficile, tu vas avoir du mal à te regarder en sur la vidéo, mais tu vas voir au fur et à mesure, tu vas prendre de l'aisance, ça va être beaucoup plus simple pour toi. Et puis, si tu arrives à avoir cette régularité, l'avantage de YouTube par rapport à d'autres outils de communication, c'est qu'il va favoriser le temps long». Et je vois qu'effectivement, cette chaîne, la chaîne de Risae, elle est constante. J'essaye de publier une vidéo tous les mois. Et moi, elle me sert beaucoup, si tu veux, en référence pédagogique pour mes clients. Quand je leur dis: «Bah, quand même, ça fait déjà plusieurs fois qu'on travaille là-dessus»,
je vous remets le lien de la vidéo et vous allez consulter la vidéo et ça va vous permettre de vous remettre à niveau. Et tu vois, toute ma formation que j'avais commencé il y a 4 ans, je voulais faire une plateforme de formation en ligne pour mes clients. Et là, c'est pareil, tu vois, j'avais 4 ans d'avance parce qu'à l'époque, mes clients, ils n'étaient pas assez formés pour pouvoir ne serait-ce que suivre un lien et de se connecter sur une plateforme de contenu. Donc, tout ça, je l'ai mis en gratuit sur YouTube et j'ai beaucoup de clients qui me disent, bah, c'est super parce que moi, je commence sur Windows 10. Bon, maintenant, il faudrait que je la mette à jour sur Windows 11 puisqu'on a tous basculé là-dessus. Mais j'ai eu énormément de bons retours par rapport à ça puisque ça fait un global, tu vois. J'ai mes articles de blog que j'ai mis sur des newsletters que j'envoie assez régulièrement à mes clients. Et j'ai la partie vidéo qui est tout aussi importante parce que sur une newsletter, même avec beaucoup de captures d'écran, il y a toujours une étape que tu vas rater. Et souvent, mes clients me disaient, mais je comprends pas, j'ai fait tout comme tu dis, mais ça marche pas. Alors quand ils vont voir la vidéo, fait, ah mais oui, mais j'avais pas compris qu'il fallait que je clique tout en haut à droite. Oui, oui. Ça, on peut pas tout dire non plus sur une infolettre. Et alors, Risae a grandi et prospéré malgré les obstacles totalement imprévus ou les erreurs que tu as faites. Si tu devais recréer Risae aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais de différent? J'irais peut-être moins, tu vois, effectivement, sur la partie des outils, web, parce que je me suis rendu compte que c'était plus, pour me rassurer moi, pour me dire: «Oui, je suis légitime, dans la partie numérique». Vous voyez bien, j'ai réussi à faire un site internet, j'arrive à faire des posts sur les réseaux sociaux, j'arrive à utiliser YouTube. C'est pas ce que recherchaient mes clients. Moi, mes clients, ils voulaient apprendre les bases. J'irais davantage effectivement sur le terrain, à présenter, mes outils, à présenter mes accompagnements, à faire des conférences offertes, ne serait-ce que pour me montrer et d'avoir des petits tutos à leur donner en papier parce qu'on est encore sur cette génération-là où ils aiment bien avoir quelque chose dans les mains pour pouvoir suivre une procédure. Ça, je crois que j'irais plus là-dessus d'entrée de jeu. D'essayer de vraiment gagner en visibilité pour les rassurer parce que c'est compliqué pour une personne seule de faire rentrer quelqu'un d'étranger chez soi. Mm. Et si on n'a pas créé le lien, le contact en amont, et notamment dans un environnement un petit peu sécurisant comme les locaux d'une mairie ou de son club de loisirs, ça pourrait rester un gros frein. Donc ça, si je devais refaire quelque chose, c'est vrai que je prendrais forcément du temps pour me former, c'est nécessaire, mais pas au point de créer un article très précis avec les bons mots-clés qu'il faut pour Google. Ça, pour moi, ça, je ne le referai pas. Je me ferai des fiches pratiques en disant: «Ben voilà, Marie-Claire, si demain tu dois refaire une carte d'identité, quels sont les grands points clés pour pouvoir te connecter? Ce sur quoi tu dois prêter ton attention? Quels documents tu dois demander à ton client qu'il apporte pour pouvoir faire la procédure avec toi?» J'en resterai là, en fait, sur plutôt des fiches pratiques pour m'aider moi, mais pas pour montrer ma légitimité à un public qui, en plus, me demandait rien. Voilà. Je suis vraiment contente que tu sois venue au micro de Chères Erreurs parce que l'essentiel des premiers invités ont été des coachs et je pense que l'essentiel des premiers auditeurs et auditrices ont été des coachs. Et je pense que ton expérience est vraiment intéressante parce que non seulement elle permet en fait d'élargir le côté de Chères Erreurs à toute démarche d'entrepreneur, mais pour tous les coachs qui nous écoutent, je trouve que ce que tu racontes à travers ton expérience, les obstacles que tu as rencontrés, le temps que tu as perdu, les difficultés de te faire connaître, de prouver ta légitimité, etc., la difficulté à te vendre plutôt que de vendre un service d'une société. Tout ça, c'est des choses auxquelles des coachs peuvent facilement s'identifier. En tout cas, moi, ça fait des échos extrêmement forts par rapport à ma propre expérience. Et puis, si je devais aussi ajouter quelque chose, c'est vraiment essayer de trouver des partenariats. Moi, ça m'a beaucoup aidé dans la recherche de nouveaux clients. Et là, tu vois, j'ai une pensée surtout pour le CIC qui m'a tellement accompagnée tout au long de ma création d'entreprise. Ne serait-ce déjà de croire en mon projet parce que ça en partait de pas grand-chose quand même. Et là, maintenant, tu vois, j'ai créé une nouvelle formule d'accompagnement au long cours. J'ai 10 personnes, des anciennes clientes qui me disent: «Bah, moi, j'aime bien tes ateliers, mais à la rigueur, moi, j'aime bien continuer à apprendre en collectif. Maintenant que j'ai les bases, je voudrais monter en compétences, mais je veux pas monter en compétences toute seule. J'aime bien l'idée d'un club». Donc j'ai créé ça au mois de septembre et le CIC m'a porté, en fait, une dotation numéraire. Donc ça m'a beaucoup aidée. J'ai eu ce sponsoring-là qui m'a accompagnée, qui a permis aussi de baisser un petit peu le prix d'entrée pour mes clientes. Et donc là, c'est des personnes que je vois tous les 15 jours. Elles ont 1 heure et demie. On a des thématiques qui sont prêtes, mais elles ont aussi des moments de questions-réponses. Et il y a vraiment une nouvelle échelle en fait de services, de prestations qui se sont créés parce que j'ai aussi eu cette tendance-là, écouté cette tendance-là, et que j'avais aussi ces partenaires historiques qui ne m'ont pas lâché et que j'ai pas lâché non plus
et qui m'ont permis en fait de développer encore un nouveau service. Donc vraiment, c'est soigner son réseau. Peut-être une botte secrète que j'ai aussi un autre super pouvoir, mais c'est vraiment pour moi important. Ça fait vraiment la différence. Le Centre Leclerc, je pense à d'autres mairies qui m'ont aussi aidé, l'université Interage qui m'a aussi acceptée comme formatrice. Tous ces petits réseaux comme le Rotary aussi qui m'a permis aussi de rentrer en contact avec l'université Interage parce que c'est un réseau que j'arrivais pas du tout à appréhender. Bah, toutes ces petites choses-là, qui sont aussi ta crédibilité, si tu soignes le réseau dans les 2 côtés, et ben, à un moment donné, tu as des offres et des prestations qui sortent et qui appuient toujours un petit peu ta légitimité et qui permettent de développer un nouveau type de chiffre d'affaires. Et Mhm. ça, c'est un vrai plus, vraiment. Mhm. En tout cas, moi, ce que je retiens de notre discussion, c'est que le contenu, si qualitatif soit-il et si réutilisable soit-il pour ta cible, ne te dispense pas de faire de la prospection. Pas du tout. Et moi, je retiens quatre enseignements, hein. C'est, la première chose, c'est de créer un lien avec ta cible relationnel Mmh. pour créer de la confiance. Parce que sans ça, ta clientèle, en particulier la clientèle que tu vises, qui sont des personnes âgées souvent isolées, ne te fera pas confiance. Deuxième chose qui est de nouer des partenariats et d'entretenir ton réseau, et en particulier en local, et notamment quand tu dois renouveler ou changer ton image professionnelle. Mais une fois que ton image professionnelle a été changée, il faut vraiment entretenir ça. Parce que c'est les uns qui vont te faire rentrer chez les autres, etc. Et donc ça, ce réseau-là, il est peut-être plus petit, il est peut-être pas numérique, mais il est très puissant. Et il y a une autre chose qui est de te diversifier. Oui. C'est-à-dire que tu t'es heurté confinement tout de suite et donc tu as dû diversifier tes modalités d'accompagnement. Et puis, au fur et à mesure, en fait, tu es passé de la visio au présentiel, tu es passé des personnes âgées et tu as continué à travailler avec des étudiants, etc. Et tout ça, ça se nourrit mutuellement. Et cette diversification fait que tu as pu renouveler tes modalités d'accompagnement au moment où celles-ci devenaient obsolètes ou au moment où il y avait de la concurrence, hein, parce que toi aussi, tu as de la concurrence qui arrive, que Tout à ce fait. soit par des trucs d'État, que ce soit d'autres personnes qui veulent s'établir comme toi, parce que j'ai le souvenir que tu m'en as parlé. Tout à fait. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié dans ces apprentissages? Non, je pense que tu as très, très bien résumé parce qu'effectivement, on a eu cette impression, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu à l'époque, que la stratégie de contenu, c'était une recette miracle. Et moi, j'ai effectivement peut-être oublié qu'il fallait pas que j'oublie, mon fameux persona, ma cible et que cette stratégie en fait de publier des articles, elle était pas adaptée à ma cible. Mm. Elle a peut-être, participé à convaincre en fait mes partenaires ou mes donneurs d'ordre sur le fait que j'étais, tout à fait prête et tout à fait formée pour pouvoir, éduquer ou accompagner ce public-là. Mais ça n'a pas aidé mes clients finaux à me faire connaître. Quelque part, il y a pas de recette miracle. Il faut tester, essayer et effectivement, tu me posais la question en début d'entretien si j'avais une ressource en fait à conseiller et moi, j'ai été très intéressée par un podcast à l'époque qui s'appelle toujours, Tribu Indé d'Alexis Minchella et Alexis, il a publié un livre qui s'appelle, Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros et ce livre, il m'a beaucoup aidé justement à me structurer. J'avais cette tendance en fait à papillonner un petit peu. Tu as le symbole de l'objet brillant comme on dit beaucoup dans ce monde-là. Dès qu'il y avait une nouvelle stratégie qui sortait: «Ah mais oui, ça a l'air super, allons faire ça. Ah bah tiens, si j'ai pas testé ci et ah bah tiens, je vais faire une formation en ligne» et lui avec son approche, c'était, ben non, on se met sur un plan à 90 jours, on a 2 voire 3 objectifs maximum et on se concentre dessus, on met tous les moyens dessus et on structure en fait son agenda Google pour pouvoir créer vraiment des plages de temps dédiées à ça. Et je m'étais fait accompagner par un coach il y a à peu près un peu plus de 2 ans qui s'appelle, Jérôme Dufaux. Et Jérôme, tout de suite quand il a vu mon agenda Google, il m'a dit: «Mais Marie-Claire, excuse-moi, je vais être direct, j'en avais besoin, me faire botter les fesses. Non, ça va pas du tout là, la prospection là. Tu au stade où tu en es, à l'époque, je faisais, entre 1 500 et 1 800 € de chiffre d'affaires, par mois, je me suis dit: «Oh, c'est quand même génial». Ben non, non, c'est nul. Quand tu payes tes charges, bah, tu peux pas vivre avec ça. J'avais dû retrouver un job, enfin, j'étais dans une situation financière qui était compliquée et Jérôme m'a dit: «Non, non, mais là, tu oublies tout ça là, tu fais de la prospection, hein, puis je veux voir ton plan de prospection. Qui tu vas voir, combien de temps tu y participes, au stade où tu es et tu dois faire fois 3 en termes de temps de prospection. Tu dois pas occulter ça. C'est sûr, c'est violent, c'est vraiment pas confortable, comme je te le disais tout à l'heure, de me vendre alors que je dois te conscientiser que je vends Risae, mon entreprise, mais j'avais du mal à faire cette dissociation-là et encore, il y a des fois, je me dis: «Mais, j'ai du mal à me pitcher, quoi». Ça reste c'est compliqué quand on me dit: «Mais vous faites quoi?» et quand j'explique, tout de suite, les gens sont assez ouverts Oui. et très intéressants en me disant: «Bah, ah, c'est pas commun, c'est bien, ça». Ah, effectivement, ma maman, ma grand-mère et ça y est, on me déroule tout le tout le Oui. sujet traditionnel des problématiques, numériques. Et je suis très reconnaissante d'avoir quelqu'un qui était une excellente commerciale
dans sa vie de salarié qui a mis 5 ans à faire réussir son entreprise et qui dit c'est toujours difficile pour moi de me pitcher parce que j'entends en supervision ou ailleurs des coachs qui disent oh là là mais combien de temps ça va me prendre? Mais c'est long. Réussir en tant qu'entrepreneur, en tant que freelance, c'est long, ça demande beaucoup de patience, beaucoup de persévérance et même au bout de 5 ans, même quand ça marche et même quand on a un passé qui sert de ressource, ça n'est pas facile. Donc merci pour ce témoignage, Marie-Claire. Merci beaucoup de ton invitation. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez envie de partager une erreur, pro ou perso, qui vous a transformé, ou si vous connaissez quelqu'un qui aurait une histoire à partager, écrivez-moi. Tous les profils sont bienvenus, sauf les gens parfaits, évidemment. Je vous invite aussi à noter ce podcast avec des étoiles, si vous avez aimé, ou envoyer cet épisode à quelqu'un qui aurait peut-être besoin de se réconcilier avec ses erreurs. N'oubliez pas, l'important, c'est pas nos erreurs, c'est ce qu'on en fait. À bientôt.